Alors nous passons au point 5, le vote des taux de fiscalité directe locale. Alors, vous avez dans votre dossier sur table presque la même chose, mais nous avons souhaité, du fait que c'est inhabituel, hein, ce n'est pas dévoiler un grand secret, nous en avons parlé déjà bien sûr en commission, nous allons proposer une augmentation des taux, ce qui est assez inhabituel, et j'ai souhaité qu'on puisse vérifier, vérifier avec la préfecture si notre délibération était bien rédigée, qu'elle ne risque pas ensuite d'être retoquée. Il y a eu quelques petits détails qui ont été apportés par contrôle de la préfecture, donc c'est pour ça que sur table, vous avez la version bien corrigée. C'est juste à la fin, on avait une formulation qui n'était pas extraordinaire, où on disait suit le taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties, puis après on parlait de la taxe sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti. Donc il y avait quelque chose qui n'était pas on s'était pas bien relu. La préfecture nous a relu, donc vous avez sur table le texte qui est retenu. Donc Audrey, si tu peux nous présenter cette délibération. Alors en effet, donc juste pour refaire un petit peu l'historique cette année, la loi de finances 2020 donc a acté la suppression intégrale de la taxe d'habitation pour les résidences principales. Donc on sait à peu près que au niveau national, 80% des foyers sont déjà exonérés de cette taxe aujourd'hui. Et pour les 20% restants, l'allègement va se faire progressivement jusqu'en 2023 pour disparaître en totalité. Cette taxe d'habitation, donc, elle va être compensée pour les communes grâce à un coefficient correcteur, mais du coup, elle restera ensuite relativement fixe. Ce ne sera plus une taxe dynamique. Aujourd'hui, au vu de l'étude budgétaire qui a été menée, la ville de Boueuil souhaite passer le nouveau taux de la taxe foncier bâti. Alors, la taxe foncier bâti va évoluer également puisque elle va être fusionnée avec le taux départemental. Donc c'est une petite mécanique. Dans l'absolu, ça reste la même chose, mais on fusionne les deux taux et ça va faire partie de la compensation qui sera versée aux communes dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation. Donc ce taux aujourd'hui cumulé, il s'élève à 38,26%. Et donc suite au débat d'orientation budgétaire, il est proposé d'augmenter de 2 points ce taux pour l'année 2021 et donc de faire passer la taxe foncière sur les propriétés bâties à 40,26%. Le taux du foncier non bâti évolue également en lien avec cette taxe et donc il passerait mécaniquement à 63,57%. Il est donc proposé au Conseil municipal, vu l'avis de la Commission Affaires Générales du 17 mars 2021, donc le taux d'imposition des taxes foncières pour l'année 2021 comme suit. Sur le foncier bâti, 40,26%. Sur le foncier non bâti, 63,57%. Voilà. Il y a effectivement ce lien, hein, ça nous échappe. Lorsqu'on veut modifier dans un sens d'augmentation ou de diminution le taux de la taxe foncière, ça entraîne automatiquement, il y a un mécanisme et on n'en a pas la main sur la taxe foncière non bâtie, mais ça représente très très peu de recettes. Souhaitez-vous intervenir avant que je mette aux voix? Madame Pavageau. Alors, vous avez donc décidé d'augmenter les impôts fonciers de 2%, alors que notre commune est déjà parmi celles où le taux est le plus élevé dans la strate des communes de moins de 10 000 habitants. Nous comprenons bien sûr les difficultés liées à la pandémie, mais nous ne pouvons accepter que seuls les propriétaires contribuent à renflouer les caisses de la commune. Il nous semblerait plus raisonnable et plus vertueux de commencer à baisser les dépenses plutôt que d'augmenter les impôts. Il est vrai que vouloir augmenter continuellement la population sur la commune entraîne mécaniquement les dépenses de fonctionnement supplémentaires. Personnel, voirie, équipement. À titre d'exemple, les frais de personnel ont augmenté de plus de 10% en 2 ans et les charges à caractère général de plus de 5%. Nous n'avons eu de cesse de dénoncer cette course vers toujours plus d'habitants. Pas de baisse de dépenses, mais une hausse des taxes et impôts. Les Beaucéens apprécieront. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Nous avons vraiment travaillé depuis le débat d'orientation budgétaire parce que vous imaginez bien qu'une décision de cette nature,
elle ne se fait pas, ce n'est pas pour nous un choix de facilité. Depuis 13 budgets, nous n'avons jamais augmenté nos taux locaux. Donc nous avons regardé de très près cette situation-là. Et donc on vous a remis un petit document pour le partager tous ensemble, qu'on a appelé information argumentaire partagée. Bon, je vais aller assez vite puisque le début, ça vient d'être rappelé. On a regardé le budget 2020. Vous le savez, nous avons une dégradation de 120 000 euros. Ça ne s'est traduit, j'ai envie de dire, que par un déficit de 48 183, puisqu'il y avait quand même quelques excédents précédemment. Mais enfin, c'est quand même une alerte que sur le fonctionnement, on se retrouve, moi je n'ai jamais connu ça sur une trentaine d'années, avec un exercice déficitaire. Globalement, on reste excédentaire puisqu'il y avait des excédents en investissement, mais c'est quand même une alerte. On a perdu 120 000 euros. Je vous rejoins sur l'idée qu'il faut faire des économies. On en avait également parlé aussi. Donc c'est pour nous le premier point. Avant de parler de chercher à augmenter des recettes, c'est d'abord de faire des économies. Je crois qu'on est en phase là-dessus. C'est ce qu'on a appelé le plan d'économie sur les charges à caractère général. Et on s'est fixé un objectif qui est donc, on va dire, fortement fléché vers nos directions, de 130 000 euros sur l'exercice 2021. Donc, on va tenir un tableau de suivi de ces économies. Chaque direction va y contribuer et on rendra compte en commission ou ici même, si vous le souhaitez, de ces économies à la fin de l'année. Donc, c'est un objectif fort et qui se veut transparent. Si on n'avait pas d'ambition d'investissement, s'il n'y avait pas de travaux à faire, de nouveaux projets, peut-être qu'on pourrait éviter d'augmenter. Mais il y a des besoins d'investissement, parce que non seulement on a une situation de crise en 2020, alors on a été très prudent, on va regarder le budget tout à l'heure 2021, mais on en a parlé en commission et vous avez posé, je pense, des questions qui étaient judicieuses. Comme on a vu que les recettes étaient bien moindres en 2020 que prévu, nous avons bâti un budget 2021 en tenant compte d'éventuelles baisses de recettes, puisque nous ne sommes pas à l'abri encore de fermetures de services liées à des confinements. Donc on a été très prudent. Mais en investissement, nous avons une vraie ambition, à la fois de ne pas laisser tomber en botte le patrimoine bâti qui est celui de la commune et qui commence à être important, mais aussi de développer de nouveaux projets. Alors, je fais une petite liste là. Nous allons dépenser 1 755 166 euros de nouvelles dépenses d'investissement. Le groupe scolaire, le démarrage du groupe scolaire va en consommer près de 600 000 cette année. Dans nos divers bâtiments, parce que quand on voit la remontée des services, c'est tantôt 40 000, 25 000, 30 000. Mais quand on fait le cumul sur l'ensemble de nos bâtiments, les interventions prévues en 2021, ça fait 405 000. Donc c'est quand même important. Le nouvel accès qui va bientôt s'achever de la Mévelière, 260 accès et stationnement, 264 000 euros. La remise à niveau du parc informatique des écoles publiques, parce qu'il ne faut pas décrocher. Il y avait une attente de la nouvelle direction et on a tout à fait analysé qu'il fallait renforcer nos moyens informatiques pour 25 240 euros. Renouvellement du matériel en cuisine, ça c'est aussi pour faciliter le travail de nos agents. 29 180, ce sont des équipements purement matériels. Refonte du site internet, j'ai envie de dire, il était temps, puisque la dernière fois, il y a plus de 10 ans, et il est aujourd'hui vieillissant, 20 000 euros. Le remplacement des véhicules de la commune, mais ça peut aussi être des véhicules techniques ou des outillages, 57 350. Et puis, on est en début de mandat, donc il est assez cohérent en début de mandat de piloter des études qui vont permettre ensuite de pouvoir travailler sur la durée du mandat. Donc, il y a plusieurs études. Nous allons lancer l'étude sur l'extension de la médiathèque. Il y a une étude Cœur de Bourg dont nous avons, je pense, déjà parlé au Conseil puisque nous avons sollicité le département nous avons répondu à un appel à manifestation d'intérêt du département et nous avons sollicité celui-ci pour une subvention et le schéma directeur des plantations. Donc, c'est des choses de début de mandat, le total faisant quand même 135 000 euros. Donc ça, ce sont des exemples qui illustrent une bonne part de ce 1 700 000 euros d'investissement. Et bien après, nous avons voulu regarder, parce que tout à l'heure vous avez fait une affirmation que nous allons contester. Et je pense que c'est Audrey qui va apporter les éléments, parce que là, les chiffres qui sont là, vous pourrez les rechercher par vous-même. Nous avons justement fait ce travail
de comparaison avec les communes de l'agglomération nantaise d'une taille la plus proche possible de la nôtre. En fait, c'est vrai que je rejoins ce que dit Jacques, c'est un dossier que l'on a longuement travaillé, on a longuement réfléchi, on a cherché beaucoup d'éléments, notamment ce que vous disiez, le taux d'imposition, vous dites on a le taux le plus élevé. Alors, c'est pas un des plus élevés, excusez-moi. Voilà, le taux, oui, mais c'est vrai que la taxe, ce n'est pas le taux, puisque on calcule ce taux sur une valeur locative, et la valeur locative moyenne à Boueil est la deuxième la plus faible de notre panel comparatif, donc des communes avoisinantes et des communes de taille équivalente. Et en fait, quand on regarde la fiscalité par habitant, parce que c'est ça qui donne un petit peu, on a eu une collègue qui nous a dit l'autre jour, c'est vrai que moi j'ai cherché ces éléments-là et on sait entre copains que à Boueil c'est pas cher, c'est que en effet la fiscalité par habitant, elle est très faible et elle est la deuxième plus faible par rapport à notre panel toujours. Alors, je précise que nous n'avons pas intégré dans le tableau des communes comme Brin et Saint-Léger parce que on n'est pas dans la même dimension. Hein. On a voulu regarder vraiment des communes qui finalement sont entre 6 000, même Saint-Jean-de-Boiseau, on va dire 5 800 et 9 000. Hein, vous voyez, on est resté sur la même tranche que Boueil. On a intégré Saint-Aignan, mais pour des raisons peut-être plus de richesse que de nombre. Oui. Et donc, on s'est projeté, on a regardé ces 2 points, alors non pas 2%, mais 2 points d'augmentation de notre taux, enfin sur le taux de la part communale. Sur 2021, eh bien, on voit que on passe à 464 en fiscalité par habitant et on garde toujours notre place de deuxième commune, la plus attractive fiscalement. Donc, sur ces éléments-là, nous, on était justement plutôt rassurés par rapport à ça. C'est presque un gag, hein. Ou c'est une erreur, ou c'est... il faut pas manipuler, c'est très important. Si on regarde que les taux, forcément, on se trompe. Parce que les bases qui apparaissent sur vos feuilles d'imposition, hein, tout le monde les a, elles remontent sur des calculs qui remontent aux années 70. Alors, Boueil, effectivement, dans les années 70, n'avait pas la même attractivité, la même cote. Les bâtiments n'étaient pas valorisés de la même façon que d'autres communes qui étaient déjà plus proches. Il n'y avait pas le pont de Cheviré. Du cœur de Nantes. Donc c'est pour ça que nous avons des valeurs locatives qui sont très différentes. Hein. Quand on regarde par exemple le Nord-Loire, surtout par rapport au Sud-Loire, c'est complètement décalé. Et il faut appliquer les taux. Donc ceux qui ont de faibles valeurs locatives aujourd'hui sont obligés d'avoir des taux importants s'ils veulent avoir la même recette qu'une commune qui a une forte valeur locative. Donc il faut vraiment pas s'illusionner. La vérité, c'est de regarder les deux. Et là, on a vraiment ce que ça produit. On divise par le nombre d'habitants. Et vous avez la fiscalité par habitant. Et là, on peut se comparer. Là, c'est plus juste. Et donc, dans notre réflexion, on a également voulu voir ce que ça représentait en euros sonnants et trébuchants, parce qu'on trouve que c'est important aussi d'avoir une vraie vision de cette augmentation. Donc, en passant la part communale de 38,26% à 40,26%, le premier chiffre qui ressort, c'est le gain pour la commune de 125 750 €. Donc, en effet, c'est pas que la fiscalité, ce que disait Monsieur le maire, c'est que on fait pas un effort que sur la fiscalité, puisque en parallèle, il y a le plan d'économie de 130 000 € également. On vous donne aussi l'information que 70% des Bosséens, enfin des foyers à Boueil vont être impactés sur cette taxe, puisqu'évidemment les locataires ne payent pas la taxe foncière. Et on a voulu regarder donc en euros ce que ça représentait. Donc on disait tout à l'heure, la valeur locative moyenne, alors 2019, on vous a remis en dessous 2020, c'est 3 197 €. Arrondissons à 3 200. La taxe foncière, le calcul se fait sur la moitié de la valeur locative. Donc sur 1 600, ça c'est notre base pour le calcul de la taxe foncière, en moyenne, à Boueil. On vous a vraiment mis les chiffres exacts que ça représente en 2020 et en 2021. Et on voit que la différence, c'est 32 € par an. Ça veut dire 2,66 € par mois. Donc ça, c'est vraiment, en euros, ce que ça va représenter en moyenne sur Boueil. Pour la taxe moyenne, alors bien entendu, si on a une maison plus grande que la moyenne, c'est plus. Et si on a une maison plus petite, c'est moins. Voilà. La moyenne, c'est 2,66 € par mois, 32 € par an. Le coût, on voulait vraiment identifier le coût de cette décision du conseil municipal. Également, c'est à mettre en parallèle avec la suppression de la taxe d'habitation. Donc à Boueil, on estime que déjà à peu près 70% des Bosséens ne la payent plus. Donc c'est vrai que ces 32 € de plus par mois sont à mettre en parallèle avec la taxe d'habitation
de 400, 500, 600 en fonction de ce qu'on ne paye plus. Et de toute façon, en 2023, plus personne ne paiera cette taxe d'habitation. Alors, on a même fait une étude après pour les familles. Oui, parce que notre collègue Laurent Louvet, c'est son domaine, nous a interpellés en disant mais regardons maintenant ce qui se passe pour une famille. Et on sait que on a des familles qui peuvent avoir eu des fortes baisses, notamment liées à la situation sanitaire, avec du chômage ou du chômage partiel. Donc, il y a eu aussi cette étude de fait. Oui, c'était extrêmement important, effectivement, pour nous, comme vous le signalez, Madame Pavageau. Donc, la situation sanitaire et la situation sociale, en fait, tout le monde l'a en tête. Et donc, on voulait calculer l'impact d'une famille qui aurait donc une diminution de ses revenus. Donc, on a pris notre base de départ. Donc, c'est le cas d'une famille avec un enfant scolarisé dans une école publique. Donc, les prestations suivantes: forfait court le matin, forfait court le soir. Donc, c'est un petit peu la moyenne. Une restauration de midi sur un mois et un coefficient initial de 1620, ce qui représente un petit peu la moyenne. Et donc, si cette famille, en fait, a une baisse de ses revenus de 20%, dû par exemple au chômage partiel, évidemment, quelque chose comme ça. Donc, en fait, elle verra sa diminution de facture sera de 25 €. Et ça, c'est grâce à l'application de notre taux d'effort. Donc, si cette famille, à chaque fois qu'on baisse de 20% ses revenus, on aura 25 € de moins tous les mois. Donc, de frais. Si, de facturer. Facturer. Non? Non, justement, non, c'est pas vrai. Non, rappelez-vous, c'était un débat qu'on a eu dans le mandat précédent. Le taux d'effort, il y a autant de tarifs que de situations, parce que c'est une ligne, il y a plus de tranches. Toutes les situations sont les situations individuelles, et à chaque fois que vous baissez, donc dans ce cas-là, avec un enfant, et dans les cas, dans l'exemple cité, à chaque fois que vous baissez de 20% le QF, ça baisse de 25 € en fait en fin de mois. Et quand on avait eu ce débat, parce qu'à l'époque on n'était pas d'accord, mais depuis dans les tarifs, vous nous avez accordé raison, mais c'est ce qu'on disait dans l'argumentation. On disait oui, si une famille a des revenus à la hausse, elle contribue un peu plus. Et si elle a des revenus à la baisse, parce que voilà, la vie professionnelle peut aussi, les aléas de la vie peuvent entraîner des baisses brutales. Que se passe-t-il? Là, on savait que ça allait baisser automatiquement, mais c'était un peu abstrait dans notre raisonnement. Avec la crise du Covid, pour certaines familles, c'est plus abstrait, c'est réel. Et du coup, Ah ben oui. Non, dans le mois, c'est réglé. C'est ça l'intérêt, c'est que c'est réglé, effectivement. C'est régulariser C'est le jeu. La régularisation se fait le mois suivant, en fait, dès qu'on a Donc ça peut être très réactif. C'est vraiment, nous on trouve que c'est très positif pour celui qui voit malheureusement et qui subit une situation dégradée. Et donc, pour finir donc l'argumentation, comme expliquait Audrey, en fait, cette famille donc aura une augmentation de son impôt de 2,66 €, et en fait, il faut le ramener aux 25 € de diminution. Donc, cette famille, en fait, qui a une perte de revenus, aura donc bien globalement une baisse de ses dépenses mensuelles, malgré l'augmentation de la part communale. Donc ça veut dire que notre système de taux d'effort prend bien en compte en fait la situation économique. Vous n'êtes pas en train de dire qu'il faut mieux qu'il soit au chômage que de travailler à plein temps. C'est pas ça que vous dites quand même. Je peux finir ou pas? Non, vas-y, finis. Donc en fait la prise en compte de la situation économique est bien faite malgré cette augmentation du taux d'imposition. D'accord? Ah oui. Non, c'est important parce qu'on a des concitoyens qui effectivement ont de réelles baisses, certains, c'est pas une majorité, mais certains ont une baisse de leurs revenus, donc il ne s'agit pas non plus d'aggraver la situation. S'ils ont des enfants qui utilisent les services municipaux, il y aura réellement un petit gain de pouvoir d'achat. Monsieur Charpentier, voilà. Les gens sont informés, comment les gens sont informés justement que en cas de baisse de revenus, ils peuvent aller à la mairie justement pour déclarer tout de suite que ça prend en compte immédiatement Oui. En fait, au moment où ils s'inscrivent, on leur demande leur coefficient, et donc on leur signale que dès que leur situation change et leur coefficient, de fait, ils nous donnent en fait le mois suivant donc le document de la CAF. Ils doivent venir le signaler. Comme disait Nicole, c'est vrai que s'ils ont des hausses de revenus, on le verra que l'année d'après. Rares sont ceux qui vont venir le déclarer en mairie. Peut-être quelques
citoyens modèles, mais par contre, si c'est tout Sinon, leur c'est tous les intérêt, ans. s'ils ont une baisse, bah là, ils ont intérêt à venir dans le mois, se signaler, et on applique. Sinon, c'est tous les ans, c'est renouvelé, mais effectivement, dans l'année, si la personne ne vient pas, on le sait pas. Mais quand c'est une baisse, ils vont de fait venir. Mais vous normal, avez quoi. peut-être raison de nous alerter, et donc peut-être qu'il faut, dans la situation dans laquelle, économique dans laquelle on entre, que le bulletin municipal rappelle ce point-là. Alors c'est vrai que ça ne concerne que les enfants qui sont les services, alors pour l'école, qui sont autour de l'école publique, mais le centre aéré qui peut bénéficier à tous les enfants publics et privés est soumis au même taux d'effort. Donc ça peut aussi concerner tous les enfants finalement de Bouay. Juste, voilà, donc c'est tout ça, ce travail, il a été un petit peu fastidieux, mais il était très sérieux parce qu'on voulait vraiment mesurer l'impact de cette décision. Alors, c'est ce qui nous fait dire que bon, il y a un effort, hein, c'est indéniable. Quand on augmente le taux de la taxe foncière, c'est un effort qui nous paraît ciblé. Ça nous a semblé acceptable hein, pour donner à la commune une capacité d'investissement et de création d'emplois, puisqu'on a vu la fois précédente que nous créons un poste pour 3 ans, bien il faut aussi le financer, mais c'est une augmentation, on va dire, pour les 5 prochaines années. Hein. Derrière ça, c'est le travail d'investissement des 5 prochaines années à qui nous donnons des moyens. Je ne sais pas s'il y avait d'autres... Oui, monsieur Éperveillé. Je sais pas si ça marche. Ça marche ? Oui, merci. Non, je disais, bon, tous les chiffres que vous donnez, vous en prenez de 2019, vous en prenez de 2020, vous en prenez de 2021, vous mélangez un peu tout. Je comprends tout à fait, c'est de bonne guerre. On peut en prendre d'autres. Moi, par contre, il y a quelque chose, la conclusion me gêne énormément. Quand on met l'évolution du taux communal en passant de 38,26 à 40,26 représente une hausse de 3,83. Non, la hausse du taux communal, elle n'est pas ça. Les 15% du département, ils sont avant, ils sont après, ils seront peut-être supérieurs d'ailleurs. Donc on ne peut pas déjà considérer que l'augmentation, en intégrant le taux départemental, c'est bien, c'est ce que va effectivement payer le Bosséen. Je suis d'accord avec vous, ça peut être présenté de cette façon-là. C'est incontestable. C'est incontestable. La fusion n'est pas de notre fait. Elle est imposée dans toutes les communes. Mais l'évolution du taux communal, voilà. C'est le taux qui va être payé par le Bosséen, parce que la taxe départementale et la taxe communale fusionnent. Nous sommes tout à fait d'accord, et là-dessus, il n'y a pas débat. Mais on ne peut pas parler... Mais quand vous dites le taux communal, dites le taux payé par le Bosséen, mais pas le taux communal. Je crois que là, c'est un peu difficile. Le Bosséen payait déjà les 15% C'est pas avant. qu'une question de sémantique, hein. Non, faut mais qu'on vous voyez, explique. je suis sûr, vous voyez très bien ce que je veux dire. Ben, faut qu'on explique. Moi, j'ai ramené ma petite feuille d'imposition, comme tout le monde, la taxe foncière, parce que c'est vrai que bon, c'est pas quelque chose qu'on regarde forcément tous les matins. Sur la taxe foncière, vous avez 4 colonnes. Oui. Aujourd'hui, il y avait 4 colonnes. Il y avait une colonne commune, une colonne département. Alors ces deux-là vont fusionner. Donc en clair, l'année prochaine, à l'automne, nous aurons 3 colonnes. Donc 2 colonnes communes et département. Il y a une colonne intercommunalité, c'est Nantes Métropole, et il y a une colonne pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc quand on dit la part communale, nous on actionne que sur communes et départements maintenant fusionnés. On n'a pas d'action sur l'intercommunalité, on n'a pas d'action sur la taxe des ordures ménagères. Donc, si vous regardez le passage de 38 à 40, 38,26 à 40,26, et que vous remettez ça dans l'ensemble, ça fait bien 3. La taxe communale va donc rester à 15. Oui. Non, en fait, vous vous c'est... engagez à dire qu'elle va rester à 15. Non, mais s'il Elle y sera avait... à 40,26. Voilà. S'il n'y avait pas eu la fusion, on vous aurait parlé de 23 à 25. Maintenant, Voilà. le taux est fusionné, donc on est obligé de vous dire de 38 à 40. Le taux fusionné, c'est ce que je veux savoir. Je peux me tromper, et puis si je fais une erreur, il faut me le dire. Le taux des 15 points de la taxe départementale, c'est le taux passé, c'est pas le taux à venir. Mais il est figé, et donc il est collé avec le taux départemental. J'entends bien. Voilà. Mais le pourcentage, j'entends bien ce que vous dites.
Mais ça veut dire que là, vous vous engagez, M. Garot, au nom du département, disant que le département ne va pas augmenter. Non, mais il y a plus. Le département, il a plus son mot à dire. On va voir. Et donc, Non, je suis sûr. Là, je suis sûr de mon fait. C'est fini. Et ça, c'est une décision prise par la loi de finances. Bon, ça nous échappe en tous les cas. Et donc nous, si on décidait de maintenir notre taux, on serait obligé de le voter à 38,26. Ça ne fait rien du tout de recettes supplémentaires pour la commune et aucune dépense supplémentaire pour le contribuable. Voilà. Donc nous, on propose d'augmenter de 2 points et ça fait donc 3, je sais plus quel est le chiffre que ça donne. 3,83 d'augmentation sur le montant de la taxe foncière. En cumulant bien tout ce que l'on paye dans la taxe foncière, c'est 3,83%. Voilà. Non mais... Oui. C'est bon. Et Audrey, vous l'a peut-être signalé tout à l'heure, on a regardé de près ce que ça représente dans la dépense du porte-monnaie des Bosséens, mais on a regardé aussi de près cette décision, elle apporte combien de recettes pour la collectivité? Parce que si on le fait, c'est aussi pour abonder le budget. Ça fait le calcul nous amène à 125 751 €. Et moi, je trouve ce chiffre-là finalement très à mettre en relation. On a vu tout à l'heure que la perte en 2020, c'était 120 000. Là, on génère 125 000. Vous voyez que finalement, s'il n'y avait pas eu la perte, peut-être qu'on aurait pu éviter ça. Et on redouble, nous, cette recette d'un plan d'économie. Alors, il va falloir le tenir, hein, ça va pas être, c'est pas à gagner comme ça, de 130 000. Donc, au total, on espère dégager 255 000 € de moyens supplémentaires. Mais là, il y a du boulot. Hein. Voilà, mais écoutez, je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, donc 6, et qui vote pour. 23 et 6, 29.